Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine. Vous connaissez l'émission, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une animatrice de télévision, journaliste bien connue des Français. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va très bien. Alors pour démarrer ce livre consacré à votre histoire, on va commencer avec l'enfance. Vous êtes né en Martinique où vous avez grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Votre papa, Marc Pulvar, était professeur de mathématiques, mais également syndicaliste martiniquais indépendantiste. Et c'est vrai qu'à la maison, vous discutiez de tous ces grands débats des années 70. Est-ce que ça a pu développer chez vous une envie de changer le monde? Oui, mais forcément, de toute façon, quand on est jeune, souvent on a envie de changer le monde. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était très engagée, qui était très ouverte sur le monde, très politisée. Donc, j'ai baigné dedans quand j'étais petite. Il y avait des discussions politiques tout le temps à la maison. Et je suis née au début des années 70, donc c'était toutes les grandes questions du féminisme, les questions de décolonisation, le mouvement des non-alignés, la révolution cubaine. Enfin, tout ça était mon pain quotidien. Et quand le mur de Berlin est tombé en 89, que le bloc soviétique s'est lézardé et effondré, moi j'avais 18 ans, donc 17 ans et demi. Donc je suis, voilà, toutes mes années d'enfance et de formation qui font de vous un adulte ont été des années traversées par tous ces faits historiques et qui en plus étaient vraiment à la maison très discutées, commentées. On recevait beaucoup de presse étrangère. Mon père parlait russe et il écoutait Radio Moscou en ondes courtes. Et donc voilà, tout ça m'a évidemment façonné et m'a donné envie, oui, de changer le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'être journaliste quand j'étais adolescente, parce que j'avais cette vision très romantique du journalisme qui défend les causes perdues, en tout cas les causes dont on ne parle pas assez. Et après le baccalauréat, vous décrochez un DUC de sciences économiques à Rouen, puis vous êtes diplômé de l'École supérieure de journalisme en 1992. Vous êtes engagé sur Anti-Télévision, alors d'abord comme journaliste reporter d'images, puis vous avez présenté les journaux du soir, vous avez également été rédactrice en chef. Aujourd'hui, quel est votre regard sur vos débuts dans ce métier? Moi, c'est une période de ma vie où j'ai énormément travaillé. C'est une période où j'ai énormément travaillé parce que je travaillais pour un tout petit média qui s'appelait effectivement Anti-Télévision et je faisais énormément de choses comme nous tous. On était une équipe très jeune, très soudée et très dévouée à notre média et on travaillait beaucoup. Donc ça m'a donné énormément d'opportunités dans mon métier, de faire du reportage, de faire de l'enquête, de présenter des journaux, de présenter des magazines, de faire de la rédaction en chef. J'étais partie pour 3 mois, je suis restée 8 ans. Parce que c'était passionnant de construire ce média, d'apprendre mon métier. Je l'avais appris un peu à l'école, mais c'est sûr que c'est au contact du terrain que vous apprenez l'essentiel de ce métier. Et donc, pour moi, ça a été des années avec plein d'opportunités, mais vraiment, après, j'ai jamais arrêté de travailler, mais je me souviens que cette entrée dans le monde du travail, j'avais commencé à Paris dans la presse professionnelle, mais dans l'entrée sur le terrain avec ATV, ça a été des années vraiment d'abnégation totale vis-à-vis de mon travail. Et puis bon, moi j'étais rentrée pour 3 mois en me disant que j'allais revenir ensuite et commencer à chercher du travail dans les rédactions parisiennes. Donc au bout de 8 ans, je me suis dit il est temps de bouger parce que sinon je serais restée là-bas. Et je suis revenue, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai fait le tour des rédacs. Mais cette expérience, elle m'a servi justement parce que c'est vrai que quand j'allais voir des patrons de chaîne, j'avais vraiment un bagage à défendre. Et en 2002, Jean-Claude Dacier, l'ancien patron d'LCI, vous engage. Mais c'est vrai que votre carrière d'école, quand vous êtes engagé à France 3, vous avez d'abord été sur France 3 Marseille avant de présenter le 19h-20h. Je vais tout de suite, Audrey Pulvar, vous montrer une vidéo. Et cette vidéo, c'est un extrait du off juste après votre dernier JT. C'est mon ennui, quand je t'ai vu, ça m'a fait pleurer. On est assis, messieurs, dames. J'arrête pas en plus pour petit 40. Bon, allez. France 3, pour moi, c'est une période
très importante dans ma vie professionnelle, puisque c'est le moment où tout a basculé pour moi. Et c'est une rédaction dans laquelle j'ai énormément appris. C'est des gens, j'en parlais encore ce matin là, avant de venir à cette interview, parce que j'ai croisé une consoeur de France 3 qui me disait mais tu nous manques et tout, et eux aussi ils me manquent. Évidemment, alors, je suis passée dans plein de rédactions et à chaque fois j'ai appris des choses, à chaque fois ça a été un moment nouveau dans ma carrière, etc. Chaque fois ça a été des étapes importantes. Mais France 3, c'est une chaîne à laquelle je reste extrêmement attachée. J'y ai rencontré des gens hyper professionnels, extrêmement dévoués, qui ont un sens du service public voilà, que j'ai rarement rencontré, qui ont un sens de ce métier, un respect pour ce métier qui moi, force mon admiration. J'ai appris des choses avec France 3, j'ai appris des choses sur ce métier, j'ai appris des choses sur la vie, j'ai grandi, ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait mûrir, les gens de France 3, de la rédaction de France 3, et ils ont une place vraiment très très à part dans mon cœur, très très particulière. Un parcours qui se poursuit sur iTélé, à la présentation du 18h-20h. Vous êtes également engagé à France Inter pour présenter le 6h-7h. D'ailleurs, c'est une tranche d'info qui a donné une place de choix à l'actualité internationale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez confié aussi que c'était votre première fois en radio Audrey Pulvar, et c'était assez symbolique, France Inter. Oui, bien sûr, parce que France Inter, évidemment, c'est la radio que j'écoutais depuis toute petite. Et c'est une radio que j'aime beaucoup, que j'écoute encore énormément, même si j'écoute d'autres radios généralistes. Mais France Inter, ça reste la chaîne radio à laquelle je suis viscéralement attachée. Et moi, rentrer à France Inter, si on m'avait dit ça quand j'étais étudiante, j'aurais pas cru, quoi. C'était déjà rentrer dans le bâtiment. Alors, au moment où j'y étais, la maison de la radio était en travaux, donc France Inter était à côté, mais quand même, je passais devant la maison de la radio tous les jours et je me disais, mais je travaille là, quoi. Le rêve. Pour moi, c'est un rêve. Et l'année suivante, vous êtes également chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Vous étiez aux côtés de Natacha Polony, ce duo. Vous avez fait face à de nombreux invités, que ce soit des chanteurs, des humoristes, des écrivains, des acteurs, mais également des hommes et femmes politiques. Est-ce qu'être considéré par la presse comme un sniper, ça a été une force pour vous ? Ça n'a pas tout à fait été une force parce que c'est pas le rôle dans lequel je me préfère, entre guillemets, c'est très présomptueux de dire ça, parce que moi, mon métier, c'est journaliste. Ce que j'aime, c'est poser des questions, c'est créer des moments de vérité avec des invités, et ça ne passe pas forcément par de l'agressivité, ça ne passe pas forcément par de l'opposition, du conflit. Alors que dans On n'est pas couché, le dispositif de l'émission fait que c'est très difficile d'établir autre chose qu'une relation conflictuelle avec les gens que vous interviewez. Et pour moi, On n'est pas couché, c'est une superbe expérience. Je ne regrette pas du tout. C'est une superbe expérience. Ça a été là aussi un endroit où j'ai beaucoup appris, où encore une fois, j'ai mûri, j'ai changé dans ma façon d'interviewer les gens, de faire les choses. Mais c'était difficile pour moi de créer, par exemple, ça m'est arrivé avec un chanteur comme Philippe Laville, avec Jean-Marie Bigard, tout simplement parce que je lui ai dit, tous mes amis me disent « Oh mon Dieu, on n'est pas couché, tu vas devoir interviewer Jean-Marie Bigard et tout ». J'ai dit « Ben voilà, c'est arrivé, c'est aujourd'hui. Et vous savez quoi, j'ai très envie de savoir qui vous êtes, parce que j'avais lu sa biographie et tout ça, et j'avais trouvé très touchant Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, je ne suis pas étonnée que récemment, il ait eu un moment d'émotion à propos de sa vie, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la personne qu'il est vraiment et à sa vie, on se rend compte que les choses sont extrêmement contrastées et qu'il a vécu des périodes extrêmement difficiles dès l'enfance. Mais ces moments-là, ils ont été, à mon sens, trop rares par rapport au nombre de personnes que j'ai reçues avec Natacha et évidemment sous la direction de Laurent dans cette émission. Et moi, je suis plutôt tendance, je ne sais pas comment ça va être interprété, mais ma tendance naturelle serait plutôt de recevoir les gens et de les interviewer dans sur un mode plus empathique, comme le fait par exemple Michel Drucker, en étant évidemment très précise quand il s'agit d'hommes et de femmes politiques. C'est plutôt ça mon tempérament que ce qu'on a pu voir dans On n'est pas couché.
Et aujourd'hui, bon, les choses sont complètement différentes, mais j'ai une émission politique tous les dimanches soirs. Alors certes, évidemment, il y a eu le moment tapis, etc. Il y a des moments où il y a de l'électricité, mais la plupart du temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire progresser les idées, donc de faire intervenir des gens qui débattent, qui apportent quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas, qu'eux soient d'accord ou pas entre eux, mais qu'on établisse un niveau de langage et de communication qui est un peu plus intéressant que le fait de mettre des gens qui se hurlent dessus l'un en face de l'autre. Et à cette même période, vous avez été aussi marraine de l'opération annuelle 24 jours pour 24 enfants. C'était organisé par l'association la chaîne de l'espoir. Et je vais tout de suite vous montrer, Audrey Pulvar, une vidéo où vous parliez de votre rôle de marraine. On n'a pas souvent l'occasion dans nos vies confortables, même si dans notre pays aussi il y a des situations de misère révoltantes, mais on est quand même dans un pays où les choses vont à peu près normalement, où on peut se faire soigner. On n'a pas souvent l'occasion de se rendre vraiment, vraiment utile au-delà de l'indignation quotidienne. Et bien là, avec la chaîne de l'espoir, j'en ai l'occasion, vous en avez l'occasion, et c'est un petit peu ce que je voulais dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui vont suivre cette opération, leur demander de se mobiliser, de mobiliser leur énergie, de donner des sous pour aider la chaîne de l'espoir à continuer, à se développer, qu'il y ait de nouveaux maillons et qu'on puisse aider le plus d'enfants possible. Ben oui, c'est un très joli moment. J'ai été marraine cette année-là, mais pendant plusieurs années, j'ai participé aux actions de la chaîne de l'espoir, je les ai soutenues. C'était une très jolie opération, c'est une opération qui continue d'année en année et qui permet effectivement d'apporter des soins, soit dans leur pays d'origine, soit en les faisant venir en France, à des enfants qui n'ont pas, dans le pays où ils vivent, accès à des opérations très fines, du matériel médical très sophistiqué. Vous avez été également directrice de la rédaction des Inrecuptibles. Oui. Et d'ailleurs, c'était une information, alors c'est arrivé, c'était d'abord par le quotidien Les Échos, mais quelques mois avant ça, le magazine vous avait consacré sa une. Et je vais vous la montrer tout de suite. Avez-vous eu l'impression de déranger à certains moments avec ce titre? Pourquoi elle dérange? Oui, mais tout le temps. Est-ce que j'ai eu l'impression? Est-ce que j'ai l'impression? Mais bien sûr. Alors ça, c'est les Érocs qui avaient titré à ce moment-là « Pourquoi elle dérange ?» parce que je pense que c'était une époque à laquelle j'étais à France Inter et On n'est pas couché. Mais j'étais déjà la cible d'attaques diverses et variées. Mais bien sûr, ça continue. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens qui rouspètent, qui se plaignent ou qui me harcèlent s'intéressent plus à moi que je ne m'intéresse à eux. Donc je les laisse faire et je fais ma route. Une autre émission a marqué votre parcours, je parle bien sûr du Grand 8 sur D8, un programme présenté par Laurence Ferrari. C'est vrai que dans ce talk show, vous étiez accompagnée de Roselyne Bachelot, Absa Toussi, Elisabeth Bott, entre autres. Est-ce que l'on peut dire que c'est un Grand 8 de bons souvenirs, Audrey Pulvar? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a été 3 années, 3 saisons pour moi. J'ai revu encore récemment des images parce qu'il y avait une équipe qui voulait faire un portrait de moi. Et ça a été 3 années c'est une parenthèse dans ma vie professionnelle. Mais une parenthèse complètement dingue, complètement... voilà, on a fait une parenthèse inattendue finalement. Oui, inattendue, oui, elle était très inattendue. Mais voilà, c'était un moment... Moi, ça m'a permis de rencontrer... Alors, je connaissais Laurence, je connaissais Roselyne, je ne connaissais pas Absatou. Mais surtout, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon amie très proche, c'est Elisabeth Bost, que je ne connaissais pas. Et Elisabeth, c'est ma fée, je la surnomme ma fée. C'est vraiment devenu mon amie, on est très très proches, on s'aime beaucoup. Donc déjà, le Grand 8 m'a permis de me faire une amie de plus. Et puis ensuite, ça a été 3 années de déconnade, de délire, d'éclat de rire, de coups de colère. Tout ça, c'était sympa. Et sur cette même chaîne, actuellement, vous présentez Pop-up. Dans ce magazine, vous décryptez toute l'actu ciné, musique, art. D'ailleurs, vous avez confié dans une interview à l'Express, en décembre 2016, que dans ce programme, vous êtes vous-même. Est-ce que finalement, parce que ça reflète bien votre personnalité? Mais disons que c'est une émission qui me ressemble et c'est une émission qui ressemble à ce que j'aurais voulu faire comme émission culturelle. À mon sens, il manque
une partie sur les livres, donc j'en glisse un peu à la fin de l'émission à chaque fois. Mais cette émission, je l'ai construite avec l'agence CAPA. On l'a tricoté maille à maille, ou plutôt comme ça pour tricoter. et vraiment, c'est une émission à laquelle on tient énormément. Alors malheureusement, elle n'a pas encore rencontré son public, mais c'est une émission qui, je crois, est une émission de qualité, très objectivement, sans fausse modestie. Et c'est une émission qui me ressemble parce qu'elle est... comme je dis, elle ne se prend pas au sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'elle parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Bon, c'est pas ce que je fais à iTélé, par exemple, parce que je parle sérieusement de choses sérieuses, mais dans ma vie, je m'intéresse à des tas de choses qui sont très pointues, très sérieuses, mais en essayant toujours voilà, d'être connectée avec le réel. Et puis, je m'intéresse aussi à des tas de choses qui sont hyper grand public, mainstream et tout. Et puis, dans cette émission, bon, on se permet un petit peu de délire, un petit peu d'humour, pas toujours très heureux, je le reconnais, mais bon, voilà. Mais voilà, c'est une émission qui me plaît beaucoup, que j'aime faire. Je prends énormément de plaisir avec l'agence CAPA, l'équipe de l'agence CAPA à la faire, et j'espère qu'elle trouvera son public enfin. J'ai également lu une interview de vous dans Ouest France où vous avez déclaré que les États-Unis vous fascinent, même si on adore les détester, que vous aimez d'ailleurs son cinéma, sa musique, ses auteurs, sans bien sûr être dans la béatitude parce que tout ne fonctionne pas bien aux États-Unis. Mais est-ce qu'une carrière de journaliste aux USA, ça vous aurait plu? Oui, bien sûr, mais là c'est un peu tard. Si, bien sûr, bien sûr. Si vous n'aviez pas eu ce parcours, évidemment. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'était quelque chose d'inimaginable pour moi. Moi, vous savez, je suis née en Martinique il y a 45 ans, début des années 70. Dans une famille pas pauvre, pas du tout, mais une famille très modeste. L'ambition pour nous, c'était de faire des études. L'ambition de nos parents pour nous, c'était que nous fassions des études. Mais j'aurais jamais imaginé avoir la carrière que j'ai eue, avoir la réussite que j'ai eue. Et bon, je touche du bois, j'espère que ça continuera. Et donc, déjà, partir de Martinique, venir faire des études, m'installer à Paris, faire mon petit bout de chemin à Paris, c'était déjà énorme pour moi. Alors aujourd'hui, évidemment, au départ de Paris, c'est plus simple. Par exemple, pour mes enfants, pour ma fille, ça pourrait être plus simple. Mais à l'époque, faire une carrière aux États-Unis, c'est quelque chose qui pour moi était vraiment hors de portée, quoi. Déjà, faire carrière à Paris, c'était super compliqué. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bon, la vie continue. Alors vous êtes également l'auteur des livres L'Enfant Bois, ça c'est au début des années 2000. Plus récemment, vous avez publié Libre comme elle, portrait de femme singulière. Mais également, vous avez sorti Libre et insoumis, portrait d'homme singulier dernièrement. Vous avez sorti ce beau livre, il faut le dire. Merci. Qui s'appelle La Femme, c'est aux éditions Flammarion. Quelle serait d'ailleurs la femme de ce bouquin qui vous ressemble le plus, Audrey Pulvar? Je n'ai pas assez de prétention, hein. Alors vraiment parce que Alors le livre s'appelle La Femme parce que il est dans une collection Flammarion qui s'intitule Le Monde en tableau. Donc il y a un thème sur le sexe, sur la femme, sur le citoyen, sur les mythes, etc. Mais évidemment, en plus en tant que féministe, je considère qu'il y a des femmes et qu'il n'y a pas une femme type. D'ailleurs, justement, l'objet du livre, c'est de montrer à quel point les femmes peuvent être utilisées, comment leur corps, leur représentation a évolué dans la peinture, la sculpture, la photographie, les arts plastiques par la suite. Et donc, bon, il y a plusieurs aspects sur lesquels je reviens, mais j'ai sélectionné une série d'œuvres qui sont toutes magnifiques. Et franchement, je n'aurais pas la prétention de me comparer à aucune d'elles. Vous avez dû mettre du temps à le faire parce que c'est vraiment un travail assez long. Oui, mais c'est un travail Enfin, j'ai pas mis tellement de temps que ça parce que j'avais pas énormément de temps, mais il m'a fallu 4 mois. Mais ça a été 4 mois de travail très, très, très intense. Pour terminer ce portrait, Audrey Pulvar, je vais vous poser quelques questions pour vous connaître différemment. Vous êtes d'accord? Allons-y. Quel film résumerait le mieux votre vie? Oh là là, alors là, je pense à un film dont j'oublie le nom du réalisateur qui s'appelait Les Heures, qui était une adaptation du roman Les Heures.
Enfin, c'est trois destins de femmes qui se croisent et c'est un film qui me parle particulièrement. Je pense au film Magnolia de Paul Thomas Anderson, qui est un de mes films préférés. Et un film qui résume ma vie, je sais pas, peut-être l'adaptation de Black Boy ou La couleur pourpre, un film comme ça. Quelle est la fleur que vous aimez le plus? La pivoine blanche. Êtes-vous plutôt mer ou montagne? Alors, je suis les deux. Évidemment, plutôt mer, naturellement, parce que je suis née dedans. C'est vrai que c'est quand même... moi, j'adore le ski, j'adore la montagne l'été, je trouve ça génial. C'est quand même, à propos du ski, c'est quand même plus simple de mettre un maillot de bain que de mettre une combinaison de ski, des gants, des sous-gants, des gants, des bottes, des ci, des ça. Donc, bon, avec l'âge, je préfère la mer. Et pour terminer, quelle est la chose que vous détestez le plus? Oh, il y en a. Je déteste pas les gens, mais il y a des choses que je déteste. Je sais pas. Peut-être une déjà, situation. j'aime pas le désordre. Ça, c'est la première chose. Je suis pas maniaque, mais j'aime pas le désordre. Je crois que l'objet qui m'horripile le plus, à part les cheveux dans la salle de bain, l'objet qui m'horripile le plus, c'est un cintre vide. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus con qu'un cintre vide. Je n'aurais pas pensé à ça. Et ça traîne, et c'est là, ça ne sert à rien. Et quand vous mettez un vêtement dessus, ça prend tout son sens. Mais vide, ça ne sert à rien. C'est là, c'est moche. En plus, quand ils sont en fer blanc, là, c'est super moche. Et je déteste les cintres vides. Mais je pense que je devrais consulter. Bon, on va aller voir tout de suite dans nos loges pour voir si on n'a pas de cintre vide. Merci beaucoup Audrey Pulvar d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé ce moment pour parler de votre parcours. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité. Prenez soin de vous.